Alors, un autre phénomène, toujours à propos de la méthode, c'est celui des urines. Les urines, c'était extrêmement important, extrêmement intéressant à comprendre. Il y avait un type très intelligent qui s'appelle Cass, qui avait déterminé un seuil de bactéries et de cellules dans les urines pour dire qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas une infection urinaire à traiter. Très bien, alors il a dit, voilà, si vous avez 10 000 cellules par millilitre et si vous avez 100 000 bactéries par millilitre, vous avez une infection urinaire et donc il faut vous soigner. Et donc, tous les tests biologiques, tout, c'est devenu la méthode de référence. Et donc, pour détecter qu'il y avait 10 puissance 5 bactéries, on utilisait 1 microlitre, c'est-à-dire 1 millième de millilitre, pour regarder si avec ça on avait des bactéries. Et donc, on tenait compte, dans la réponse, qu'on a 10 puissance 5 bactéries, tout le reste, on répondait urine stérile. Ce qui est un mensonge, c'est pas vrai. Donc l'urine, et donc des milliers, des dizaines de milliers d'enseignants, dont moi, ont enseigné que les urines étaient stériles parce que la manière que nous avions de les analyser nous empêchait de voir qu'elles n'étaient pas stériles. Ce que nous mesurions, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de bactéries? On ne regardait pas si c'était stérile. Mais petit à petit, par la dérive, on a fini par penser que c'était stérile. Et qu'est-ce qui s'est passé pour sortir de ça? Personne ne savait comment sortir de ça, mais personne ne pensait même autre chose. Tous les tissus normaux étaient considérés comme étant stériles. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est intéressé, une équipe américaine, qui s'est intéressée à, chez les femmes, les envies pressantes d'uriner, qui est un phénomène qui est commun. Donc, une envie pressante d'uriner, et ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait. Et donc, au lieu de regarder, comme on fait habituellement, les urines émises naturellement, et de faire dessus un compte de Cass, ils ont fait, j'ai un groupe de volontaires, ils ont fait une ponction suspubienne pour aller ponctionner directement de l'urine dans la vessie, parce qu'il y a toujours un risque de contamination des urines quand on passe dans l'urètre. Même si on lave, même si il peut y avoir une contamination. Tandis que si on pique directement, eh bien, il n'y a pas de contamination possible, sauf si on a mal prélevé. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont très surpris. Dans 80% des cas, ils trouvent des bactéries chez des gens dont les urines étaient considérées comme stériles. Mais en réalité, elles n'étaient pas stériles. Elles ne rentraient pas dans le cadre de la méthode utilisée pour les infections urinaires. Et donc, ils disent, mais attendez. Et ils commencent, en analysant ça, parce que c'était le plus simple, en faisant de la métagénomique, pas de la culture, en se disant ça va être des bactéries incultivables. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on croyait tellement que les urines étaient stériles qu'on disait, écoutez, on va prélever là, mais il faut qu'on fasse de la séquence parce que les bactéries vont pas être cultivables, puisque on a regardé en bas et on les a pas trouvées. En réalité, la majorité de ce qu'on trouvait, c'était les mêmes bactéries qui donnent les infections urinaires. Les urines ne sont pas stériles, et dedans, il y a des Escherichia coli, il y a des entérocoques, mais qui sont au-dessous du niveau qui déterminait qu'on considérait comme les urines étaient infectées. Donc nous, on l'a refait, mais nous, on l'a fait comme on fait nous, avec de la culture mixte, et on a trouvé qu'effectivement, dans les urines normales, dans 80% des cas, eh bien, on trouve des bactéries des bactéries urinaires. Ces bactéries urinaires, c'est des bactéries qui viennent du tube digestif. Maintenant, on a prouvé que ça venait du tube digestif, je vais vous expliquer comment. Et c'était extrêmement intéressant. Donc, et en particulier, les représentants habituels, c'est ceux qui vont donner ensuite des infections urinaires. Donc, il y a un phénomène qui est très curieux, qui est les mêmes bactéries que l'on trouve chez quelqu'un qui n'a pas d'infection urinaire sont celles qui vont donner des infections urinaires. Donc en réalité, c'est pas du tout le modèle de Pasteur, la bactérie qui donne l'infection, c'est la bactérie est là, et le changement de l'écosystème va entraîner une infection. Ça peut être quoi? Une consommation d'eau insuffisante, les bactéries vont se concentrer, ça peut être des changements d'écosystème, ça peut être chez les femmes les rapports sexuels. Donc il y a tout chez les femmes enceintes. Tout ça sont des phénomènes qui sont associés à une plus grande fréquence d'infections urinaires, mais ce n'est pas des germes particuliers. Une partie des germes, on va le voir, va, au moment de sa colonisation, donner des infections urinaires,
alors qu'il n'était pas dans la vessie avant. Donc ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène, on regarde l'analyse de tout ça, et ce qu'on trouve, en dehors des Escherichia coli et des entérocoques, qui sont les plus communs, et qui sont originaires du tube digestif, on trouve d'autres bactéries plus rares, mais qui sont des bactéries du tube digestif. Donc très bien, on fait un papier pour dire, vous savez, la colonisation de la vessie, ça vient du tube digestif. Et pas du tout, ce qui a décrit dans toute la littérature, on se disputait beaucoup, pas du tout ce qui est écrit dans la littérature, c'est-à-dire ça vient du vagin, parce que pour nous, depuis le début, on disait, mais enfin, c'est idiot de penser que ça vient du vagin, puisque les hommes font des infections urinaires aussi, ils en font moins. Enfin, ils font des infections urinaires, mais ils n'ont pas de vagin. Donc ça peut pas, ça remonte, puis les bactéries ne remontent pas, ça n'a pas de sens. Donc c'était très complexe, et donc on a regardé, qu'est-ce qui se passe, comment on peut démontrer ça. Et alors, il se passe une chose que nous n'avions pas vue, mais que d'autres auteurs ont vue, suivant les greffes fécales. Il y a des gens qui ont eu des greffes fécales, et nous, on a eu la même expérience, on l'a publié, pour des colites ou des colopathies. Et après ces greffes fécales, on a vu que des gens qui avaient des infections urinaires chroniques étaient guéris de leur infection urinaire chronique, par greffe fécale. Donc ça veut dire qu'il y a une influence tout à fait directe du microbiote du tube digestif sur les infections urinaires. Donc c'est peut-être une voie de traitement des infections urinaires chroniques, de modifier l'écosystème de la vessie en modifiant l'écosystème du tube digestif. Ensuite, on a regardé, quand on faisait une greffe fécale, si, pour démontrer que c'était bien le système qui se passait, s'il y avait des bactéries qui avaient été greffées au cours de la greffe fécale, que l'on retrouvait dans les urines de ceux qui avaient été greffés. Et la réponse c'est oui, on a retrouvé, et on a vérifié que c'était bien les mêmes bactéries, parce qu'on a fait le génome, qui est toujours ce qui permet de résoudre la question. Et donc, c'est vrai, c'est un phénomène qui est exact, c'est-à-dire que c'est par le tube digestif que les bactéries passent dans la vessie, et c'est des changements d'écosystème qui font que les bactéries qui sont dans la vessie vont donner une infection urinaire. Et donc, elles viennent du tube digestif. Et comment est-ce qu'on les attrape dans le tube digestif? Ce qui montre très bien la manière dont les choses se passaient, ce qui était très intéressant, c'est que quand on a commencé à faire de la génomique, encore une fois, la révolution, c'est la génomique qui a bouleversé tous les modèles et que beaucoup de collègues ou beaucoup de médecins n'ont pas encore intégré parce que c'est trop récent, ça a 20 ans. Donc, quand on a commencé à regarder, les Escherichia coli, les colibacilles qui donnent des infections urinaires appartiennent à un groupe très particulier qu'on appelait au départ les Escherichia coli uropathogènes, c'est-à-dire qui donnent des infections urinaires. Et ensuite, on s'est rendu compte que ces Escherichia coli uropathogènes étaient les mêmes Escherichia coli qu'on trouve chez les oiseaux. Donc, ça vient des oiseaux, ça. Donc, c'est les oiseaux qui donnent les bactéries qui donnent les infections urinaires. Et bien sûr, les oiseaux, comment on les attrape chez les oiseaux? C'est parce qu'on mange en particulier du poulet. Je vais expliquer comment ça marche. Très bien. Donc, ça vient des oiseaux, ce truc. Donc, ça n'a rien à voir avec le vagin. C'est le poulet, on le mange et puis hop, ça passe dans les urines. Comment on l'a su? Comment on a compris ce qui s'est passé? Eh bien, sur Escherichia coli, c'est un travail qui a peut-être 25 ans, il y a un jour quelqu'un qui a regardé la résistance aux antibiotiques dans le monde. Et il commence à regarder et il voit apparaître aux États-Unis une résistance à une antibiotique banale qui est très utilisée, qui a été extrêmement utilisée dans les infections urinaires. C'est comme ça qu'on se rend compte que ces bactéries sont résistantes à cet antibiotique qui s'appelle le Bactrim. Et on voit qu'il y a beaucoup d'Escherichia coli qui sont devenus résistants au Bactrim. Très bien. Et cette résistance au Bactrim, mais juste au Bactrim, donc c'est un type de résistance assez étonnant, on voit que cette spécificité de résistance aux antibiotiques commence aux États-Unis, et puis après on la voit partout en Europe. Et il dit, mais c'est pas possible, c'est une seule bactérie, ce truc, c'est pas possible que plusieurs bactéries acquièrent juste une résistance tellement atypique. Et on commence à faire les génomes, là, ça arrive au moment, un peu avant les génomes, on commence à faire les génomes, c'est la même bactérie, c'est-à-dire c'est un clone. C'est-à-dire, il y a eu, en France, comme en Angleterre, où ça a été étudié, à un moment, jusqu'à 25% des infections urinaires qui étaient dues à un clone unique. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle une épidémie. Ça veut dire qu'il y a eu une épidémie d'infections urinaires. Moi, je vous assure qu'il n'y a probablement pas une faculté de médecine sur 50 qui explique
que les infections urinaires fonctionnent par épidémie. D'accord ? C'était non concevable. Et comment ça marche, cette épidémie ? Eh bien, c'est pas se poser la question. Nous, quand on a vu que c'était des épidémies, alors c'est vrai pour ça, c'est vrai pour le staphylocoque aussi. C'est des épidémies, et c'est pas des épidémies qui sont interhumaines. Encore pour le staphylocoque, on pouvait le croire, mais pour les Escherichia coli, on voit pas comment vous pourriez me donner une infection urinaire. Enfin, je sais pas, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mais en réalité, on a commencé à regarder, et ces Escherichia coli, je vous ai dit, c'est des Escherichia coli qui sont d'origine aviaire, qui viennent des oiseaux. Et donc, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait ce qu'on appelle une épizootie, c'est-à-dire une épidémie animale dans les élevages de poulets, et que ces épidémies d'infections urinaires qu'on a vues en France, qu'on a vues en Angleterre, qu'on a vues aux États-Unis, sont des épizooties, c'est-à-dire des épidémies chez les oiseaux d'élevage, en particulier les poulets. Alors là, pour y aller, c'est sur les plumes, c'est un truc. Alors eux, ils se transmettent tous les Escherichia coli. Et quand vous les retrouvez, que vous prenez même le poulet, la viande de poulet qui a été plumée, vous la promenez, ben dessus il y a des Escherichia coli et il y a des entérocoques. Ce qui veut dire que la source majeure des épidémies d'infections urinaires est liée au poulet. Et la manière dont ça a été compris et le mieux expliqué, c'est ensuite, on a commencé à avoir des Escherichia coli qui étaient résistants à des antibiotiques qui étaient prescrits extrêmement rarement chez les humains, à part dans les hôpitaux. D'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est rendu compte que ces épidémies, c'était des épizooties. Et vous savez que la prescription d'antibiotiques chez les animaux, ça a été quelque chose d'absolument monstrueux. Hein ? Et donc, ces clones résistants épidémiques chez les oiseaux ont été la source de millions d'infections urinaires chez l'homme. Et ça, c'était inimaginable. Donc il y avait deux choses qui étaient inimaginables. La première, c'est en mangeant, et en particulier en mangeant du poulet, que l'on attrape des bactéries qui donneront des infections urinaires. Ces bactéries ne donnent pas nécessairement une infection urinaire tout de suite, mais parfois elles donnent une infection urinaire liée à des changements d'écosystème, c'est-à-dire que l'urine est plus concentrée ou il y a des mécanismes hormonaux complexes que je ne comprends pas, sur lesquels j'ai des hypothèses, mais que je ne comprends pas encore, qui font que ces bactéries qui étaient tranquilles deviennent des bactéries qui sont, cette fois-là, agressives et donnent des infections urinaires. Et depuis qu'on sait ça, en réalité, quand on regarde dans tous les tissus qui étaient censés être stériles, en réalité, on trouve des bactéries dans le sein, qu'on retrouvera après dans le lait. Donc le lait n'est pas stérile, il y a des bactéries dedans. Les bactéries lactiques du lait, il y a plein d'autres bactéries. D'accord ? Donc tout ce que l'on considérait comme étant entièrement stérile, en réalité, on n'avait pas regardé. Et en particulier, pour peu que les bactéries soient dans un état dormant, qu'elles ne se multiplient pas au moment où vous les prenez, vous passez complètement à côté. Et donc ça a été une des grandes découvertes de la métagénomique, de trouver ça, et ensuite, puisqu'on savait qu'elles étaient là, de trouver les moyens de les réveiller et de les cultiver. Donc, tout ce qu'on a enseigné, écrit pendant des décennies, pendant un siècle, n'était pas vrai. C'est-à-dire que les outils que nous utilisions et les concepts que nous utilisions ne nous permettaient pas de savoir ce qui se passait en réalité. Et y compris sur la chose qui est l'infection la plus banale de toutes, qui est l'infection urinaire. Donc on racontait des bêtises aux gens parce qu'on ne comprenait pas, on ne savait pas comment on les attrapait, on ne savait pas pourquoi on faisait une infection urinaire. Et c'est la raison pour laquelle il faut se méfier des gens qui croient connaître la vérité parce qu'ils ont fait des études il y a 30 ans et qui disent mais c'est simple, c'est comme ça, c'est comme quand je vous racontais 1 et 1 font 2, tout ça. C'est la connaissance n'est pas ce que vous avez appris à l'école ou ce que vous avez appris en faisant vos études de médecine il y a 30 ans.